2000 km. C'est la distance exacte que parcourt le rail à travers des milliards de tonnes de sable dans le désert sans vie du Taklamakan. Ce projet titanesque a coûté au gouvernement du président Xi Jinping plus de 3 milliards et demi de dollars. Comment 12 000 ouvriers ont-ils pu mener ce chantier durant une décennie complète? On peut remarquer la chaleur torride qui déforme l'horizon au-dessus des dunes infinies. À première vue, lutter contre les tempêtes de sable féroces semble impossible, mais en réalité, cet ouvrage est devenu l'un des plus grands symboles de l'ingénierie moderne. La détermination de la Chine à transformer cette mer de désert, un fait noté même par les ingénieurs américains. Mais ce n'est que le début. Le plus long réseau ferroviaire du monde dans ce milieu hostile est désormais une réalité tangible et fonctionnelle. L'infrastructure d'acier traverse le paysage aride en silence. 127 000 milles carrés de vide dominent la carte nationale dans la région isolée du Xinjiang et du bassin du Tarim. Ce vaste territoire se trouve coincé entre deux chaînes de montagnes massives et le désert du Taklamakan. Pourquoi les planificateurs ont-ils décidé d'investir massivement dans une zone aussi hostile? Le terrain manque totalement d'infrastructures de base et ne présente aucune stabilité. C'est pourtant ici que reposent des milliards de tonnes d'énergie inexploitée nécessaires à l'industrie. On peut remarquer l'absence totale d'eau et d'électricité sur des kilomètres de dunes à la ronde. Les conditions climatiques imposent des contraintes physiques extrêmes aux matériaux. En été, la température de surface dépasse 160 degrés Fahrenheit, rendant le sol brûlant. Mais ce n'est que le début. L'hiver inverse brutalement la courbe thermique, plongeant jusqu'à moins 13 degrés Fahrenheit. À première vue, construire sur ces sables mouvants semble impossible sans fondation solide. Mais en réalité, l'impératif économique ne laisse aucun choix aux ingénieurs. Le sous-sol dissimule du pétrole, du charbon et des terres rares, considérés comme la clé de la domination technologique mondiale. La Chine a concrétisé ce projet en bâtissant le chemin de fer Otan-Wokyang, long de 890 km. Il s'intègre au réseau circulaire du désert de 2685 km longeant la bordure sud. La caméra glisse le long de cette voie achevée en juin 2022, la plus longue du monde en milieu désertique. La structure traverse un paysage qui ne s'arrête jamais de bouger sous le vent. Une question technique majeure se posait avant même la pose du premier rail. Le tracé affronte désormais le désert. Des milliers de mesures de vent dictent le tracé d'une route à travers un paysage qui ne cesse jamais de se déplacer. Pourquoi une telle accumulation de données est-elle indispensable ici? Les ingénieurs utilisent d'abord l'imagerie satellite haute résolution et les radars à pénétration de sol. C'est le seul moyen de déterminer les directions dominantes du vent et d'anticiper le mouvement des dunes pour trouver les zones de sol stables. Mais ce n'est que le début du processus. Des équipes d'arpentage passent des mois entiers à vivre profondément dans le désert, affrontant les éléments pour l'étude de terrain. On voit comment ils forent des centaines de puits d'exploration, certains atteignant plusieurs dizaines de mètres de profondeur, afin d'analyser les couches géologiques cachées sous le sable. À première vue, le marquage au sol semble anodin, mais en réalité, chaque repère est placé à la main et enregistré avec une précision centimétrique. La ligne doit impérativement éviter les couloirs venteux où les tempêtes pourraient balayer des trains entiers, tout en restant suffisamment proche pour desservir les gisements de pétrole et de charbon du bassin du Tarim. C'est ainsi que ce qui n'était qu'un espace blanc sur la carte commence sa transformation en une courbe d'acier ceinturant le désert. Une courbe d'acier s'enroule autour du désert, marquant le tracé futur. Avant que la construction ne puisse même commencer, des centaines de fermiers locaux sont appelés pour s'attaquer à une tâche cruciale. Pourquoi confier la base d'un projet industriel de pointe à des méthodes agricoles? À première vue, planter de la paille semble simple, mais c'est cette action qui décidera du sort du projet en ancrant le sable. En réalité, sans cette intervention manuelle, le terrain resterait trop instable pour supporter le poids des machines modernes. Il rassemble de la paille, des brindilles sèches et de fins bambous en de longues gerbes rigides.
On peut remarquer la texture rugueuse des matériaux naturels prêts à être utilisés. Chaque carré mesure exactement 1 mètre carré et est disposé en diagonale à 45 degrés au lieu de suivre des lignes droites. Les fermiers les enfoncent dans le sol selon un motif en damier strict. Cette disposition brise le flux direct du vent, dispersant sa force dans différentes directions. Mais ce n'est que le début de la stabilisation du terrain, car le but est de forcer le sable à se déposer à l'intérieur de chaque grille au lieu de migrer. Sous une chaleur écrasante de plus de 140 degrés Fahrenheit, les travailleurs pressent chaque paquet profondément dans les dunes meubles. On voit comment ils recouvrent ensuite le tout d'une couche supplémentaire de brindilles pour assurer la tenue. La sueur coule sous l'effort intense. Et ce n'est pas encore la limite des conditions extrêmes. On distingue les premières grilles qui se répandent rapidement à travers l'horizon, formant des milliers de barrières de sable organique jusqu'aux dunes les plus lointaines. C'est ainsi qu'après plusieurs mois, ces damiers de paille recouvrent des centaines d'acres. Le désert, autrefois mouvant, se transforme en un patchwork brun doré et vert. La poussière retombe lentement, désormais piégée par la structure végétale. Tout se complique encore pour les éléments naturels qui ne peuvent plus éroder le sol. Le sable a cessé de bouger, le sol s'est durci et les camions lourds peuvent enfin rouler sans s'enfoncer. Sur cette fondation nouvellement stabilisée, la construction massive du désert peut enfin commencer. Le site est désormais prêt pour accueillir les infrastructures lourdes sans hâte. Des centaines de bulldozers sont déployés simultanément pour aplanir les dunes et redessiner le terrain accidenté. Ils coupent les crêtes élevées et redistribuent le sable vers les zones basses avec une puissance mécanique brute. L'objectif est de créer une surface lisse et équilibrée, capable de supporter les machines de construction sans risque d'effondrement. Chaque section est soigneusement grattée sous une supervision stricte, tandis que les géomètres vérifient l'élévation et la pente pour garantir l'uniformité sur des kilomètres de désert ouvert. À première vue, ce déplacement de matière semble simple, mais en réalité, l'opération exige une rigueur absolue pour stabiliser le sol. Les convoyeurs évacuent le surplus et les compacteurs pressent la surface pour créer une base maniable. Mais ce n'est que le début. Pourquoi injecter de l'eau dans une surface aussi instable? Le nivellement seul ne suffit pas à garantir la cohésion nécessaire du sable meuble. Les ingénieurs ont découvert que l'humidité aide à lier les grains ensemble, créant une couche plus dense et solide. À l'aide de longs bras d'arrosage et de tuyaux souterrains, ils pulvérisent des quantités contrôlées d'eau souterraine sur le site. Le liquide pénètre à plusieurs pouces de profondeur dans la matière. Une fois le bon niveau d'humidité atteint, des rouleaux compresseurs lourds entrent en action pour éliminer les poches d'air. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le grondement constant des tambours en acier résonne à travers le désert, alors que chaque passage transforme le sable mouvant en une base uniforme. On peut remarquer comment la surface durcit sous le soleil après le séchage, prête à accueillir les charges lourdes. Elle devient assez résistante pour porter le poids des grues, des bétonnières et des camions de ravitaillement. Une fondation solide émerge du sable et de l'eau. Les travailleurs commencent ensuite à étaler une couche de base de terre sur le sable stabilisé pour finaliser la structure. Des camions bennes déversent des charges de terre rougeâtres que les bulldozers nivellent à travers la zone. Cette couche ajoute du poids au sable en dessous, renforçant la surface contre les vibrations et la chaleur intense. Chaque section est étalée et compactée uniformément. Le terrain forme désormais une base dense et stable, prête à soutenir les premières étapes de la construction. 130 degrés Fahrenheit, c'est l'écart thermique brutal que subit le chantier entre la chaleur du jour et le froid de la nuit. Une fois la base du sol entièrement stabilisée, les ouvriers entament l'érection des piliers du pont dans cet environnement hostile. Ils doivent forer à travers plusieurs dizaines de pieds de sable meuble jusqu'à atteindre le gravier solide ou le sol compact en contrebas. Pourquoi les équipes de construction privilégient-elles le travail nocturne? La chaleur diurne rend le maniement des matériaux et le séchage du béton imprévisible.
C'est parce que la nuit, le vent se calme et les tempêtes de sable s'apaisent, offrant les conditions requises pour une précision technique absolue. Les batteurs de pieux en béton armé opèrent sans relâche, utilisant des tuyaux de cuvelage en acier massif pour pénétrer le sol. On injecte de la boue de bentonite pour empêcher les trous de forage de s'effondrer sur eux-mêmes avant le remplissage. Le béton est ensuite versé du bas vers le haut, à travers des tuyaux plongeurs, une technique spécifique pour éviter les poches d'air, tandis que les cages en acier sont mises en place. À première vue, l'insertion des armatures semble être une manœuvre simple, mais en réalité, elle exige une précision millimétrique pour éviter tout basculement futur du pieu. Grâce à ces techniques, la fondation du chemin de fer semble pousser des racines profondément dans le désert. Mais ce n'est que le début. On peut remarquer comment 11 000 piliers de pont s'élèvent peu à peu, rangée après rangée, formant une vaste forêt de béton traversant les dunes. Chaque pilier se dresse entre 16 et 50 pieds de hauteur au-dessus du sol aride. Les fûts sont coulés avec des moules glissants, renforcés d'acier galvanisé et d'additifs résistants au sel pour contrer la corrosion climatique. Les courtes travées uniformes entre les piliers sont conçues pour minimiser les effets des vents violents et des changements de température extrêmes. La suite devient plus complexe. Au sommet des chapiteaux, des milliers de poutres caissons en béton précontraint sont levées par des grues sur chenilles lourdes ou des portiques autolanceurs. Chaque poutre mesure plus de 100 pieds de long et pèse plusieurs centaines de tonnes. Transportées sur des wagons plats spécialisés, elles sont hissées une par une vers leur position finale. Les ingénieurs alignent alors les poutres avec une précision laser, maintenant les tolérances à quelques millimètres près. Une fois les travées sécurisées, les équipes coulent les dalles du tablier ou installent des panneaux préfabriqués pour créer une surface lisse. On voit comment chaque travée est espacée pour laisser le vent balayer le sable en dessous, empêchant l'ensevelissement de la ligne. Plus de 65% du chemin de fer Houten-Roquillon, soit environ 310 milles, court sur ces viaducs surélevés. De cette hauteur, le ruban d'argent traverse l'océan d'or, défiant le paysage sans jamais le toucher. 260 pieds, c'est la longueur impressionnante de chaque rail d'acier posé sur le tracé désertique. Ces immenses sections métalliques sont hissées par des grues spécialisées pour reposer sur des blocs de béton appelés traverses. Les ouvriers alignent chaque support avec une précision absolue le long du lit de la voie afin de répartir le poids des futurs convois. On peut remarquer comment un cadre de levage hydraulique abaisse lentement l'acier sur ses bases solides. Mais ce n'est que le début. Pourquoi les ingénieurs ajustent-ils chaque joint avec autant de minutie avant la fixation? À première vue, la pose des rails semble être un simple assemblage mécanique standard. Mais sans ces espaces calculés pour la dilatation thermique, la chaleur extrême du désert déformerait la ligne de manière irréversible. Les équipes serrent fermement les clips de fixation, verrouillant le métal sur le béton pour empêcher tout glissement sous la charge. Ce travail continu a duré 11 mois, couvrant des centaines de miles à travers un paysage hostile. La caméra glisse le long des ponts, où le dernier tablier a finalement été scellé. La suite devient plus complexe. La structure semble terminée, mais en réalité, elle entre dans une phase de validation technique critique. Des trains d'ingénierie parcourent l'itinéraire pour mesurer le tassement du sol, les vibrations et l'oscillation causée par le vent. Des convois pesant des milliers de tonnes testent la charge des ponts jusqu'à leurs limites. Les résultats montrent des écarts d'élévation de seulement quelques millimètres, après des centaines d'essais dynamiques. On voit comment la conception surélevée permet au flux d'air naturel de chasser le sable sous les viaducs, gardant les voies dégagées. Tout se complique encore. Les données opérationnelles affluent en temps réel vers le centre de contrôle via des capteurs IoT et des caméras solaires qui surveillent chaque section. Après 6 mois de tests rigoureux, le chemin de fer Houten-Roquillon a officiellement ouvert en juin 2022. Cela complète la boucle de 1685 miles autour du lac Tuck, prête pour le service actif. Plus de 122 degrés Fahrenheit,
C'est la température écrasante que le bitume doit endurer au cœur du désert du Taklamakan. Cette chaleur extrême fait vibrer l'air au-dessus de l'autoroute du désert du Tarim, qui ceinture cette vaste étendue aride. Cette infrastructure est considérée comme l'un des projets les plus ambitieux jamais réalisés en Chine occidentale. Pourquoi dépenser des fortunes pour tracer une route au milieu de nulle part? À l'œil nu, cela ressemble à un défi inutile face aux dunes mouvantes qui menacent tout sur leur passage. Mais sans cette artère vitale reliant les oasis de Luntai et Minfang, l'exploitation des ressources et la recherche scientifique resteraient impossibles, isolant ces régions du reste du monde. Les travaux titanesques ont débuté en 1993 pour s'achever officiellement le 4 octobre 1995. On peut remarquer comment la route coupe directement à travers le noyau du désert, sur une distance de plus de 300 km. Les ingénieurs ont dû affronter des tempêtes de sable violentes et des conditions impitoyables pendant un peu plus de 2 ans de construction ininterrompue. À première vue, la pose de l'asphalte semble être une opération routière standard, mais en réalité, le sable tente constamment de saper les fondations de l'ouvrage. Sous la surface noire se cache une structure multicouche complexe composée de gravier, de nattes de paille et de géotextiles techniques. Ces matériaux spécialisés empêchent les dunes de se déplacer et d'ensevelir la chaussée sous des tonnes de sédiments. Le coût total du projet est estimé à 1,75 milliard de yuans, soit environ 260 millions de dollars américains. Aujourd'hui, l'autoroute du désert du Tarim ne se contente pas de relier des fermes solaires isolées et des avant-postes de recherche scientifique. Mais ce n'est que le début. Elle sert également de passage crucial pour l'écotourisme, guidant les voyageurs à travers ce qui était autrefois l'un des paysages les plus inhospitaliers de la planète. La région reçoit plus de 2700 heures d'ensoleillement par an, ce qui la classe parmi les zones à plus forte radiation solaire au monde. Pour alimenter l'infrastructure, la Chine a installé un système massif de panneaux photovoltaïques à travers la région. Au lieu de laisser le soleil brûler inutilement le sable, les ingénieurs l'ont converti en une vaste source d'énergie renouvelable. Le long des 436 km de l'autoroute, 86 stations de pompage alimentées à l'énergie solaire ont été érigées. On voit comment chaque station utilise des centaines de panneaux pour générer l'électricité nécessaire aux pompes hydrauliques. L'eau est extraite des nappes souterraines, situées à plus de 100 mètres de profondeur, remontant vers la surface dans un sifflement mécanique régulier. La suite devient plus complexe. Un réseau de pipelines souterrains distribue cette précieuse ressource via une technologie d'irrigation au goutte-à-goutte précise. Cela permet à plus de 200 000 arbres de survivre le long de la route dans une région où les précipitations sont quasi inexistantes. La caméra glisse le long de cette ceinture verte artificielle qui tranche visuellement avec l'aridité jaune environnante. C'est ainsi que l'autoroute du Tarim est devenue la première voie rapide du désert au monde sans émissions de carbone. C'est un endroit où la lumière génère l'électricité. L'électricité produit l'eau et l'eau soutient la vie organique. Autrefois surnommé la mer de la mort, ce désert se transforme progressivement en l'un des plus grands laboratoires écologiques de la planète. L'énergie solaire dans le Taklamakan fait bien plus qu'alimenter les lampadaires ou faire tourner les pompes à eau. Elle suscite un espoir concret de renouveau environnemental à grande échelle. C'est un lieu où la technologie et la détermination humaine fusionnent pour modifier le paysage. Tout se complique encore, car l'accessibilité accrue a permis au tourisme de prospérer de manière inattendue. De vastes forêts artificielles et des réservoirs d'eau le long des bords du Taklamakan et du désert de Gobi ont été aménagés en parcs mêlant recherche et loisirs. Le tourisme communautaire s'y développe, combinant l'expérience écologique au patrimoine culturel des Ouïghours et des Mongols. Les voyageurs peuvent rejoindre des circuits à dos de chameaux traversant les étendues sableuses pour une durée allant de 2 à 5 heures, selon l'itinéraire choisi. On peut observer les caravanes franchir les dunes ondulantes comme des vagues océaniques figées sous la chaleur. Chaque excursion coûte entre 40 et 120 dollars américains.
incluant des arrêts dans des zones de repos installées au milieu des sables. En combinant conservation, éducation et expérience réelle, le désert prouve que la technologie de restauration écologique est viable. Le Taklamakan se dresse aujourd'hui comme la preuve que l'homme peut vivre en harmonie technique avec la nature. Le processus de transformation du paysage continue son cours silencieux et régulier. Des milliers de kilomètres de voies ferrées s'étendent désormais sur le sable brûlant. Pourquoi l'acier ne se déforme-t-il pas sous cette chaleur extrême? La température au sol dépasse souvent les 60 degrés en plein jour. Les joints de dilatation calculés absorbent la pression thermique, garantissant l'intégrité géométrique de la structure. On peut remarquer comment les ponts de béton armé relient solidement les deux rives autrefois inaccessibles. À première vue, la traversée du désert semble simple, mais en réalité, c'est un assemblage complexe de matériaux composites résistants à l'érosion éolienne. C'est ainsi que les limites physiques du terrain sont techniquement réécrites par l'ingénierie. Mais ce n'est que le début de la phase opérationnelle. L'infrastructure ferroviaire s'intègre durablement et sans faille dans le paysage aride.